En manchette ce soir, nouvelle menace de fermeture de la fonderie Horn. Glencore aurait demandé qu'un plan d'arrêt soit mis sur pied. Serge Allard succède à Céline Brindamour à la tête de Val-d'Or. Ça a été une belle élection. J'ai toujours pensé tout le long que ça serait quand même assez serré, là, parce qu'il y avait de l'intérêt partout, avec des candidats avaient des bons programmes. Et le règne de Sébastien Dastou à la mairie d'Amos se poursuit. Honnêtement, je ne m'attendais pas d'avoir ce pourcentage-là. C'est vraiment un beau signe d'adhésion. Ici Anthony Dallaire et le TV à 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin à Rouyn-Noranda avec un gros dossier puisque Glencore envisagerait de fermer la fonderie Horn. Et Roxane, c'est ce qu'avancent deux sources près du dossier. Effectivement, Anthony, là, je vous rappelle les faits. Deux personnes qui ont requis l'anonymat ont avancé à l'agence de presse Reuters que la multinationale prépare la fermeture de l'usine. Et le maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapado, nous confirme aussi avoir rencontré les dirigeants de Glencore qui lui ont mentionné devoir élaborer un plan de fermeture. Ce serait en raison de l'augmentation des coûts pour l'amélioration des installations afin de respecter les exigences environnementaux que le gouvernement leur demande. Glencore a procédé récemment à plusieurs restructurations à ses activités de cuivre au Canada, menant à des pertes d'emplois ici à la fonderie Horn. J'ai discuté avec des citoyens à savoir s'ils sont inquiets d'une possibilité d'arrêter les activités à Rouyn-Noranda et à Daniel Bernier, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. On est la seule compagnie qui produit le cuivre ici dans le Canada. Je ne crois pas que le gouvernement va laisser faire ça. Bien oui, on est inquiets certain parce que ça crée des jobs. C'est l'économie de la place aussi, là. Ça m'inquiète bien gros parce que moi, là, je calcule qu'il donne beaucoup d'ouvrages à Rouen. Donc, je veux rassurer les gens. Oui, ils ont peut-être demandé l'évaluation des coûts d'un plan de fermeture, mais ce n'est vraiment pas la volonté des gens ici en place. En même temps, assurer la pérennité des informations. Tout le monde est en même place. Puis je pense qu'on va avoir une solution qui va satisfaire tous les gens. Mais Roxane, la multinationale nie catégoriquement, oui, les rumeurs de fermeture. Effectivement, Anthony, le Glencore nous indique par courriel ne pas avoir l'intention de procéder à quelconque fermeture et qu'elle poursuit plutôt ses travaux de modernisation. Et de son côté, le cabinet du premier ministre et ministre responsable de la région, François Legault, nous informe par courriel qu'il a parlé aux dirigeants de Glencore et qui lui ont confirmé ne pas avoir l'intention de fermer la fonderie Horn. Des messages qui sont contradictoires, nous explique Nicole Desgagnés, co-porte-parole du comité Arrêt et le directeur général du mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, Willy Gagnon, qui possède des actions dans Glencore. On les écoute. Et là, d'arriver avec cette étape-là, on comprend bien qu'on est négocié avec le gouvernement à la fois probablement pour changer les cibles et à la fois pour avoir du financement. Maintenant, cette préparation et puis ces documents-là, cette idée-là ne devrait pas être cachée si tant était qu'elles l'ont. Donc, la compagnie nie préparer la fermeture de l'usine. Donc, nous, en tant qu'actionnaires, en tant que citoyens, on s'attend à ce que ça soit vrai, ce qu'ils disent. Parce que si ça n'est pas vrai, là, ils commettent une faute, ils commettent une erreur. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le syndicat des travailleurs de la fonderie Horn a refusé notre demande d'entrevue malgré une sortie publique où il mentionne militer pour mettre fin à l'incertitude et aux menaces qui planent. On suit donc le dossier de très près. Merci beaucoup, Roxane. Et dans le même dossier, je me suis justement entretenu avec le maire de Rouyn-Noranda à ce sujet et Gilles Chapado veut être rassurant. Voici mon entrevue. Donc, M. Chapado, là, on a entendu très tôt ce matin, encore une fois, une rumeur comme quoi la fonderie Horn pourrait fermer. Les gens sont encore inquiétés. Finalement, la rumeur a été démentie rapidement, mais on reste tout de même que c'est pas la première fois qu'on semble jouer dans ce film-là. D'où ma question. Honnêtement, M. Chapado, est-ce que, selon vous, les Rouyn-Norandiens sont en train de jouer dans un dîner de con, présentement, avec la fonderie Horn? Souhaitons que non. Souhaitons que ça ne soit pas le cas. Moi, j'ai très confiance aux gens que je côtoie ici à Rouyn-Noranda, là, qui sont de l'administration locale. Évidemment, ce qui se passe en Suisse, j'ai aucune idée. La rumeur vient de là. Alors, ici, on me dit non, nous,
On n'a pas l'intention de fermer. Il y a un plan de fermeture qui a été demandé parce qu'on est allé demander de l'argent pour rénover. On voulait de l'argent pour pouvoir, des budgets pour pouvoir rénover. Alors là, on nous a dit, bon, on va aussi évaluer la possibilité d'une fermeture. Alors, combien ça coûterait pour une fermeture? Alors, moi, c'est ce que j'entends. Le plan de fermeture ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont fermer, mais c'est une précaution qui a été prise par l'administration en Suisse. Mais il reste tout de même que depuis les derniers mois, on avance, on recule, on fait des gains, on fait moins de gains. Je veux dire, combien de temps la population de Rouyn-Noranda peut justement jouer dans ce scénario-là d'incertitude et de peur, là, dans le sens que, autant pour les citoyens, autant que j'imagine ça peut faire peur à certains investisseurs. Combien de temps qu'on peut selon vous... En fait, pour moi, là, la question devrait être posée à François Legault. Alors, combien de temps ils vont... Parce qu'il y a des discussions actuellement avec le gouvernement du Québec. Nous, on entend les discussions, on sait plus ou moins ce qui se passe. On connaît plus ou moins les demandes de la fonderie parce qu'il y a une entente de confidentialité qui a été signée entre les deux parties. Alors, on se fait dire qu'il y a eu des rencontres, que les rencontres ont été positives, mais qu'il reste du chemin à faire. Alors, on ne sait pas trop. Mais j'ai hâte, moi aussi, que finalement, on puisse savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, est-ce qu'ils ont demandé un délai additionnel? Moi, je pense que s'ils veulent un délai additionnel, il faut qu'ils s'engagent à faire des investissements pour réduire rapidement, là, comme on a vu la fonderie, on en a parlé abondamment en Allemagne, là, où ils ont réussi en faisant des investissements de 450 millions d'euros, arriver entre 4 et 6 nanogrammes. Bon, c'est un exemple peut-être à regarder. Alors, moi, j'ai entendu de M. Bédard que lui était prêt, ici, localement, la proposition qu'il faisait, c'était d'investir, effectivement. Donc, c'est les réponses qu'on veut avoir. Mais, tu sais, vous nagez dans le jardin de l'incertitude, M. Chapado, mais vous avez une rencontre avec la direction de la fonderie 1 ici cet après-midi. Concrètement, vous allez leur dire quoi là, à ces gens-là pour savoir où ils vont aller par la suite? Là? Ben moi, je veux qu'ils rapidement qu'ils s'engagent à investir dans la fonderie à Rouyn-Noranda. C'est ce que je veux entendre. J'ai entendu M. Bédard le dire à Zone Économie. Je vais poser des questions aujourd'hui. Est-ce que finalement l'engagement est là? Parce que là, cette nouvelle-là de ce matin crée de l'incertitude. Moi, j'ai le goût qu'on aille de l'avant et qu'on parle de Rouyn-Noranda pour autre chose que de la fonderie. Et une fois que ça s'est dit, là, est-ce qu'il y aurait, de votre perspective de maire, des possibilités peut-être d'entamer des discussions avec d'autres joueurs, disons, plus fiables pour reprendre la fonderie 1, en fait. Peut-être une autre entreprise minière ou peut-être faire des discussions avec ces entreprises-là pour qu'eux reprennent la fonderie 1 puis eux respectent certains engagements. Est-ce que c'est une voie possible, en fait, là, pour vous, monsieur le maire? Bon, moi, c'est pas l'avenue que... pour moi, là. Mais la question se pose quand même. La question peut se poser, effectivement. Là. Bien, on va laisser Glencore répondre à ces questions-là, le gouvernement du Québec répondre à ces questions-là. Moi, ce que j'entends, c'est que la fonderie est stratégique. Alors, si la fonderie est stratégique, on devrait avoir des réponses rapidement pour assurer la population. Le gouvernement du Québec devrait respecter ses engagements en termes de logement social, par exemple, par rapport à toutes les demandes qui ont été faites là, avec la zone tampon. On a beaucoup de dossiers dans la machine actuellement. Là, et moi, j'aimerais qu'on puisse annoncer des nouvelles positives à la population de Rouyn-Noranda, puis qu'on tourne la page. On s'en va vers le 100e anniversaire de Rouyn, là, puis qu'on tourne la page, puis qu'on parle de nous pour autre chose que la problématique de la fonderie. Monsieur Chapado, merci beaucoup. Plaisir. Et on poursuit avec les élections municipales. Maintenant, à Val-d'Or, Serge Allard est devenu hier soir le nouveau maire de la ville au terme d'une bataille très serrée. Une élection marquée par un taux de participation plus élevé qu'en 2021. Zachary Desrosiers nous résume. C'est sous les applaudissements que Serge Allard a été élu 16e maire de l'histoire de Val-d'Or. La soirée a été longue et tendue alors que Benjamin Turcotte et Serge Allard se sont livrés une chaude lutte pendant près de 3 heures. C'est finalement après le dépouillement des votes par anticipation vers 23 heures que la victoire d'Allard s'est confirmée avec seulement 58 voix de majorité. C'est toute une soirée, là. On se sent quasiment pas comme un Blue Jays qui ont perdu, mais comme un Dodgers. Ça a été
T'entends-tu, mais à peu près une avance de 100 votes toute la soirée et la dernière boîte a été longue. Ça a été une belle élection. J'ai toujours pensé tout le long que ça serait quand même assez serré là, parce qu'il y avait de l'intérêt partout, les candidats avaient des bons programmes. La défaite est crève-cœur pour Benjamin Turcotte qui se dit fier de sa campagne et regarde toutes les possibilités devant lui. Bien, moi, je suis très fier de la campagne qu'on a menée. En fait, c'est un résultat excessivement serré. Fait que présentement, on va attendre la proclamation officielle qui n'est pas ce soir. Mais je suis très fier de la campagne. Je suis très fier des idées qu'on a mises de l'avant. Je veux remercier toute la population pour le support. Je pense qu'il y a une place à Val-d'Or pour espérer mieux. Serge Allard a tenu à souligner le respect qu'il porte à son adversaire, Benjamin Turcotte. Durant la campagne, on disait toujours M. Turcotte, M. Allard, M. Boutin. Oui, ça fait longtemps que je le connais, Benjamin. Il a le même âge que mon fils. Je connais très bien son père. Oui, c'est crève-cœur. Ça aurait été crève-cœur si j'avais été dans sa situation. Je comprends ça. Pour avoir fait tout ce travail, puis avec si proche du but. C'est ingrat, ce côté-là, mais bon, ça prend un vainqueur, puis je suis quand même heureux d'être vainqueur. De son côté, Richard Boutin a terminé 3e avec 1147 votes, soit 12,44 des voix. Mentionnons aussi que Valérie Dufour a été réélue dans le seul district en élection, celui de Paquinville-Fatima. Le nouveau conseil municipal de Val-d'Or tiendra sa première séance ordinaire dans 2 semaines, soit le 17 novembre prochain. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et à Amos, maintenant, Sébastien Dastou a été réélu à son poste de maire avec une très forte marge. Un reportage d'Olivier Morin. Les électeurs d'Amos ont tranché. Ils ont réélu Sébastien Dastou pour un 4e mandat. Le principal intéressé a obtenu un peu plus de 76 % des voix. Son plus proche poursuivant, Steve Tardif, a récolté moins de 20 %, alors que Robert Audette et Kevin Laurando-Adam ont reçu des infirmes pourcentages. Honnêtement, je ne m'attendais pas d'avoir ce pourcentage-là. C'est vraiment un beau signe d'adhésion. Je trouve que les gens, ils étaient vraiment, vraiment gentils sur le terrain. J'ai fait une campagne proche des gens, j'ai été à l'écoute. Souvent, les gens me disent ça va être le fun, ça va être de la continuité. Mais moi, si vous me connaissez, là, on n'est jamais dans la continuité. Moi, le statu quo n'est pas acceptable. Pour l'élu, il est déjà l'heure de faire avancer les projets qui sont sur la table. On a beaucoup de mise en chantier au niveau du logement, mais le logement, garderie, c'est sûr qu'on va continuer là-dedans. Là, on s'en va en séance de budget, là, on va s'asseoir avec les équipes. Mais si j'ai un rêve à moyen terme, j'aimerais ça réussir à mettre en place un budget participatif pour essayer d'impliquer un petit peu plus les citoyens. Puis j'aimerais ça aussi travailler sur un transport collectif. Là. Je pense que la ville d'Amos, à Mercier-Abitibi, on est rendu à ce niveau-là. Du côté de Steve Tardif, la déception est vive à la suite du revers. Selon lui, la population n'était pas prête pour du changement. Et il croit également qu'il n'a pas eu assez d'opportunités pour faire valoir ses idées. J'aurais aimé ça, rencontrer plus de gens, là, vraiment, là, plus d'occasions à Amos ou plus d'événements à être invité. J'ai pris ceux que les médias me donnaient, mais aussi pour développer plus nos idées. Pour le candidat défait, il aurait été important qu'il puisse miser sur une équipe pour l'aider durant sa campagne. Oui, tu peux avancer parce que tu as des bonnes idées ou tu représentes un parti, mais on le voit aussi à l'extérieur, une équipe dynamique autour de toi qui s'implique, qui engage des gens, parce que c'est d'engager les gens qui viennent voter, qui participent à l'élection. Le maire Sébastien Dastou tiendra le premier conseil avec les nouveaux élus le 17 novembre prochain. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. Et je vous propose maintenant un portrait global des élections ailleurs dans la région. On débute dans la MRC d'Abitibi, à Barrault. La mairesse sortante, Jocelyne Lepage, l'a emporté sur son opposant, Joé Lagacé-Maillé, avec près de 90 % des voix. Après ça, Manon Vien a réussi à défaire Donald Roux, qui occupait le poste de maire. Jules Grondin a été reconduit comme maire de Berry face à Martine Saint-Laurent. Et dans la vallée de l'Or, à Rivière-Évan, l'ancien maire Régent Gué n'a pas remporté son pari alors qu'Yvon Charette l'a défait. À Sainte-Terre-Paroisse, Jacqueline Rouleau a été réélue mairesse pour un 5e mandat. Et à Bellecour, victoire écrasante de Lise Lafrance face à Carl Nollet. Et en Abitibi-Ouest maintenant, à Macamic, Claude Nelson-Morin a mordu la poussière vis-à-vis le maire sortant Tony Boudreau. À Normétal, l'avocate Sarah-Sophia Bougami a réussi à déloger la mairesse par intérim sortante Monique Bouchard. À Dupuis, Alain Saint-Pierre a été choisi comme maire face à l'ex-députée néo-démocrate d'Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore. Et à Palmarol, victoire de Joanie Roy contre la mairesse sortante Véronique Aubé.
Et au Témiscamingue maintenant, l'ancien maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, et le nouveau préfet y a obtenu un peu plus de 92 des voix face à son opposant Ronald Barry. À Lorrainville, le maire sortant, Jean Martineau, l'a remporté face à Simon Maillé. Normand Young est reconduit comme maire de Témiscamingue alors que Pierre Mercier tentait de le déloger. Et finalement, à Rouyn-Noranda, il y a eu d'ailleurs beaucoup de mouvements au conseil de ville. Le nouveau parti Virage a d'ailleurs su tirer son épingle du jeu en faisant élire 2 de ses candidats, Vicky Brazo dans le district centre-ville et François Gagné dans le district de Noranda. Les conseillers sortants, Louis Dallaire et Sylvie Turgeon, conservent leurs postes respectifs dans les districts de l'Université et de Rouyn-Noranda-Ouest. L'ancien journaliste et gestionnaire des communications du Cégep, Pierre Côté, occupe maintenant l'ancien siège de Sébastien Côté qui s'était désisté de la course à la mairie. Et dans une lutte à 3, Lynn Fortin a su faire sa place et s'est imposée dans le district des Vins. Le jeune agriculteur et père de famille Éric Grenier a pour sa part réussi son pari et s'est fait élire dans le district de Quéquéco. Finalement, Yvon Urtubise a été élu dans le district McWater, Cadillac, Belcombe et Martine Rioux dans Rouyn-Sud. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous satisfait du résultat des élections municipales dans votre localité? Et vous avez répondu oui à 74 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Semaine québécoise des rencontres interculturelles commence aujourd'hui. Une série d'activités gratuites et ouvertes à tous mettront en valeur la richesse de la diversité culturelle. Tous les détails au retour. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. La SADC d'Abitibi-Ouest, en raison de sa participation au programme pan-canadien Opté pour le talent, a permis à plus de 50 entreprises de bénéficier d'une formation et d'outils favorisant l'intégration des personnes ayant une limitation à l'emploi. L'adaptation des conditions d'emploi permet d'augmenter l'employabilité de la main-d'œuvre pour le bénéfice des entreprises et des organisations. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, la Semaine québécoise des rencontres interculturelles commence aujourd'hui. Oui, tout au long de la semaine, une série d'activités gratuites et ouvertes à tous mettront en valeur la richesse de la diversité culturelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, cette semaine de festivités invite la population à découvrir, partager et réfléchir autour de l'immigration, de l'intégration et de la cohabitation des cultures au Québec, mais surtout en Abitibi-Témiscamingue. La Semaine québécoise des rencontres interculturelles, c'est un événement qui a lieu à l'échelle nationale. Provinciale. Donc, ça a lieu dans toutes les MRC, dans toutes les villes. Puis, c'est des événements, dans le fond, qui célèbrent la diversité culturelle et qui mettent en valeur la rencontre, l'échange, pour en apprendre un peu plus, là, justement, sur la diversité culturelle. Cette semaine-là s'adresse à tout le monde. Tout le monde est le bienvenu pour en apprendre un peu plus, pour s'ouvrir à l'autre, pour échanger, pour connaître, pour ouvrir nos horizons et connaître diverses histoires. Au niveau des activités, la Mosaïque interculturelle de Rouyn-Noranda organise demain une conférence sur l'immigration en région. Et aussi, le 6 novembre prochain, il y aura une soirée couscous et moules. Du côté de Val-d'Or, le Carrefour Jeunesse-Emploi de la Vallée de l'Or va organiser toutes sortes d'activités cette semaine, comme il y a un feu de camp avec des histoires, des contes à la forêt récréative, mais aussi une activité de danse contemporaine, un atelier de danse contemporaine, mais surtout le 5 à 7 des nouveaux arrivants qui aura lieu le 11 novembre prochain. Tout ça avec plein d'autres activités que je vous invite à aller consulter sur le site web du CJE de la Vallée de l'Or. Et plein d'autres activités vous attendent un petit peu partout en région.
J'ai vraiment hâte de vivre la bibliothèque interculturelle, la bibliothèque vivante, pardon, à la bibliothèque de Val-d'Or parce qu'on va vraiment en apprendre plus là, sur 5 personnes qui sont venues s'établir ici, qui ont des vécus extrêmement différents, mais tout aussi beaux les uns que les autres. Donc, j'ai vraiment hâte à cet événement-là en particulier. En région, c'est très important parce que c'est quand même rare qu'on a l'opportunité là, d'échanger avec la diversité culturelle. Fait que je pense que c'est très important pour nous d'assister à ces activités-là pour en apprendre un peu plus par rapport à ces enjeux-là. Oui, très, très intéressant. Et maintenant que ça s'est dit, que nous réserve l'indice bohémien ce mois-ci, Justine? Eh bien, Anthony, l'indice bohémien de novembre nous présente le travail de l'artiste Carol Kruger, artiste pluridisciplinaire du Témiscamingue. Ses œuvres réalistes sur toile ou en céramique expriment toute la sensibilité du quotidien. En musique, la Sarre vibre ce mois-ci au rythme des années 50, 60 et 70 dans une exposition mise sur pied par Félix B. Desfossés que vous allez pouvoir découvrir dans l'indice bohémien. Aussi, le cahier spécial de cette édition est consacré au cinéma. On y retrouve un portrait de Martin Guérin comme figure incontournable du 7e art. L'indice bohémien de novembre est déjà disponible en kiosque. Week-end parfait pour les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or qui ont tous deux remporté leurs 2 matchs à domicile ce week-end. On vous donne tous les détails et plus encore au retour. Et au sport, week-end parfait pour les Huskies et les Foreurs. D'abord, les Huskies ont offert tout un spectacle devant leurs partisans. Ils ont signé une victoire de 5-4 en prolongation vendredi contre les Mooseheads d'Halifax, avant de le porter 3-2 en tir de barrage face aux Highlanders de Charlottetown. De leur côté, les Foreurs ont aussi connu un excellent week-end. Ils ont défait Halifax 6-4 samedi, puis ils ont conclu avec un gain de 3-2 dimanche contre Charlottetown. L'entraîneur-chef et directeur général Maxime Desruisseaux a souligné le bon travail de son équipe. Je trouve qu'en fin de semaine, on a été beaucoup plus structuré, moins éparpillé sur la glace. Je trouve que autant offensivement que défensivement, j'ai aimé nos 2 games aussi sans la rondelle. J'avais plus ou moins aimé notre manière de jouer sans la rondelle le week-end d'avant. Donc ça, c'était important de trouver nos repères. Chaque 2 points est extrêmement important. Donc tu peux quasiment faire un bond de 3, 4, 5 rangs juste à aller chercher un 2 points. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la pluie semble vouloir s'imposer. Eh oui, Anthony, pas le choix pour toute la soirée. Là, on a des averses de pluie qui sont entendues, mais qui pourraient devenir mélangées d'un petit peu de neige au courant de la nuit avec un minimum de 1 du côté de l'Abitibi et de 3 au Témiscamingue. Pour demain, ce sera généralement nuageux avec un petit 30 de probabilité d'averse le matin et un maximum de 6 sur l'ensemble du territoire. Et en aperçu pour mercredi, ce sera nuageux avec un maximum de 6 sur l'ensemble de la région avec 40 de probabilité d'averse. Du côté du Témiscamingue, on se réjouit un petit peu de seulement sortir les bottes de pluie ce soir parce que bientôt, on va sortir les bottes d'hiver. Parfait. Merci beaucoup, Justine. Bonne soirée à vous. Et bonne soirée aussi à vous à la maison. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour la suite des choses.